Bonsoir, notre intervention intitulée La pensée de Bernard de Russell entre science et politique. La vie de Bernard Russell fut longue et lui permit d'être l'auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages concernant la philosophie des mathématiques, la philosophie des sciences, l'éthique et la politique. Il a laissé en logique une œuvre dont l'influence est fondamentale. Pacifiste convaincu, il défendit avec fougue ses idées morales et politiques. La source de sa pensée, il prolonge les recherches des philosophes mathématiciens Boole, Schroeder, Frege, Fred, Coutura, De Morgan et Piano. Il collabore avec Whitehead. On notera aussi l'influence de John Stuart Mill. La vie de Russell, il naît à Trelleck en 1872. Euh, Son éducation a été à la fois aristocratique et politiquement libérale. Il fait ses études au Trinity College de Cambridge jusqu'en 1894, puis voyage en France, en Allemagne, aux États-Unis. Il devient ensuite enseignant en Trinity College, d'abord comme fellow, puis comme maître de conférence. Il a Wittgenstein comme élève. En collaboration avec Whitehead, il écrit le Principia Mathematica 1910-1913. Euh, quand il éclate la Première Guerre mondiale, Russell se range dans le camp des pacifistes, raison pour laquelle il est évincé de Cambridge en 1916. En 1918, il est même emprisonné à Brixton. Il en sort convaincu de l'urgence des réformes en Grande-Bretagne. Il visite la Russie soviétique en 1920 et fait un séjour dans la Chine, enseignant à l'université de Pékin 1921-1922. Ce qui le concerte décidé désormais à vivre de sa plume. Il rédige les principes de reconstruction sociale qui passe par essai en 1926. Il milite alors aux côtés des labours et défendent notamment le suffrage de femmes et la législation de l'Union libre. De 1929 à 1932, de retour en Grande-Bretagne, il rédige le Bacon Hill School, établissement privé expérimental pour jeunes enfants. À la suite du décès de son frère aîné, il siège en 1931 à la Chambre de l'Or. De 1938 à 1943, il enseigne aux États-Unis successivement à Chicago, Los Angeles et Philadelphia, mais est interdit d'enseignement au New York. Au New York, euh, qui, oui, euh, par le cours suprême de l'État de New York parce qu'il avait attaqué la religion dans ce que je crois 1925, défendu la liberté dans le mur et des principes moraux 1929, il fait preuve d'anticonformisme dans l'éducation et ordre social 1932, il rentre au Royaume-Uni en 1944 où il est réélu à Cambridge. Si ces positions pacifistes sont plus modérées durant la Seconde Guerre mondiale, il comprend alors que de valeurs morales vitales sont en jeu. Elles reprenaient toute leur force à partir de 1945 où il lutte pour l'arrêt de recherche nucléaire. En 1949, il est décoré de l'ordre de mérite par George V, George VI. En 1950, il obtient le prix Nobel de littérature au titre de porte-parole de la pensée libre, de la raison et de l'humanité. Au début des années 60, il fonde avec Jean-Paul Sartre le tribunal Russell, destiné à juger les crimes
de guerre commis par les Américains au Vietnam. La fondation Russell par la paix vise à rendre impossible toute velléité d'agression et étape pour obtenir la condamnation publique des agresseurs. Mais au plus long terme, Russell veut promouvoir les conditions d'institution d'un gouvernement mondial. Il est incarné à l'âge de 89 ans à la suite d'une manifestation antinucléaire. Les principales œuvres sont Principe des mathématiques 1903, ensuite en collaboration avec Whitehead, Principia Mathematica 1910-1913, puis Notre connaissance du monde extérieur 1914, ensuite la théorie de la pratique du bolchevisme 1920, après l'analyse de l'esprit 1921, ensuite ce que je crois 1925, ensuite l'ABC de la relativité 1925, puis le principe de la reconstruction sociale 1926, ensuite l'analyse de la matière 1927, puis le mur et le principe moraux 1929, ensuite éducation et ordre social 1932, puis signification et vérité 1940, ensuite une histoire de la philosophie 1945, puis l'impact de la science sur la société 1952, ensuite histoire du musée des philosophiques 1959, ensuite crime de guerre au Vietnam 1967, et enfin l'autobiographie de Bernard Nasser 1967-1969. Russell procède avec Whitehead à une logicisation de mathématiques. Il veut montrer que toutes les opérations mathématiques peuvent être réduites à des principes logiques fondamentaux. L'arithmétique devient alors une simple extension de la logique et est elle-même axiomatisée. La logique est la genèse des mathématiques. Elle réforme la logique et construit une logique formelle de relations, alors que la logique classique, issue d'Aristote, est fondée sur l'opposition entre la substance et ses attributs, prenant pour élément de base le terme et pour objet d'étude les relations. La logique fondée par Russell et Whitehead renverse cette manière de penser. Ce sont les relations que sont considérées comme éléments de base et il s'agit de penser le terme formé par ces relations. La logique n'est plus alors une explicitation de loi de la pensée, mais une théorie de l'implication et un calcul. Les constantes logiques trop primitives pour qu'on puisse en donner une définition peuvent néanmoins être énumérées. Parmi les plus importantes figurant l'implication, la classe, l'appartenance à une classe, la notion de relation, etc. Suite aux travaux de Frege et de Peano concernant la logique mathématique et aux contradictions ignorantes et à la théorie des ensembles de Cantor, Russell examine le problème lié à la distinction entre classes d'objets et d'ensembles. En particulier, il se pose la question de savoir s'il peut exister un ensemble de tous les ensembles. Dans l'affirmative, cet ensemble de tous les ensembles devrait appartenir à lui-même pour ce qu'il est un ensemble qui constitue une contradiction. La question est encore plus délicate s'il considère l'ensemble de tous les ensembles n'appartenant pas à eux-mêmes. Russell pose la question au moyen d'un paradoxe reste célèbre. Les barbiers de régiment rasent tout ce qui ne rase pas eux-mêmes. Mais alors qui rase le barbier? S'il se rase lui-même, il ne doit pas se raser, et s'il ne rase pas lui-même, il lui faut se raser. Ce qu'on appelle un paradoxe logique. Pour Russell, la solution à ce phénomène contradictoire est l'axiomatisation de la logique, le développement de la théorie de type permettant d'instaurer une hiérarchie dans le langage de la théorie des ensembles et de définir le concept de classe afin d'éliminer les paradoxes de la théorie des ensembles.
Russell défend la thèse de l'atomisme logique, thèse qui sera reprise par Wittgenstein. Le monde apparaît comme un complexe logique. Les faits sont indépendants les uns des autres et leurs relations leur sont extérieures. Tout ce qui est complexe est composé de choses simples. Chaque fait peut être représenté par une proposition simple ou atomique. Les propositions complexes ne sont que des combinaisons logiques de propositions simples. Pour savoir si une proposition est vraie ou fausse, il faut donc l'analyser, la décomposer en atomes logiques. Par exemple, la proposition tous les hommes sont mortels apparaît en réalité comme une proposition complexe cachant une implication et constituée de deux propositions atomiques. Elle peut se formuler ainsi: si un X quelconque est un homme, alors X est mortel. Ou encore pour tout X, si X est un élément de l'ensemble homme, alors X est un mortel. Pour déterminer la valeur de vérité de la proposition tous les hommes sont mortels, il faut savoir si les propositions atomiques qui les constituent sont toutes vraies. Il suffit d'un seul homme immortel parmi ceux qui ont existé, qui existaient ou existeront pour que notre proposition soit fausse. On voit alors que, à moins d'être Dieu, il est impossible d'affirmer la vérité de la proposition tous les hommes sont mortels. Russell reprend la conception classique de la vérité. Il la définit comme la correspondance entre une croyance et un fait. Les faits en eux-mêmes, n'étant ni vrais ni faux, se pose alors la question de l'induction. Je peux en effet être certain d'un fait dont j'ai l'expérience directe, par exemple, j'ai soif. Mais comment l'être d'un fait non directement expérimenté, par exemple, tu as soif? La question avait déjà été soulevée par Hume et va ici recevoir une réponse analogue. Il faut hiérarchiser les croyances vraies et admettre que certaines d'entre elles, même s'il n'est pas raisonnable d'en douter, sont moins certaines que celles que font l'objet d'une connaissance directe et personnelle. Appliquée à la question de l'existence des objets extérieurs, ce raisonnement conduit à dire que ma seule certitude sont les données sensibles qui constituent notre expérience personnelle. Les apparences sensibles sont en mon monde privé, dans mon espace privé. Le monde est le système de toutes les apparences ou perspectives. On peut alors penser qu'il existe des objets physiques permanents dans un espace commun, bien que ce ne soit pas une donnée de la perception. Ainsi, de même que Russell a décomposé les propositions complexes en propositions atomiques, il décompose la perception globale du monde extérieur en données sensorielles indépendantes qui constitueront chacune un fait atomique. Il faut faire le tri entre ce que nous est donné clairement par nos cinq sens et ce qu'inféré par le sujet et manque avec de certitude. Le projet de Russell est de mettre au jour une identité de structure entre les propositions atomiques et les faits atomiques, entre la logique et la réalité sensible. On peut alors résoudre certains problèmes traditionnels de l'empirisme et montre que certains autres problèmes, par exemple celui de l'existence de Dieu, sont insolubles. La logique ne plus alors seulement le fondement des mathématiques, mais aussi celui de la philosophie. Tous problèmes philosophiques sont mis à une analyse, à une clarification indispensable se trouve ou bien n'être pas philosophique du tout, ou bien être logique. Russell reprend la fameuse maxime de rasoir d'Occam, selon laquelle il ne faut pas multiplier les entités non nécessaires. Russell s'inscrit dans le courant nominaliste qui affirme que seul s'exister dans l'expérience des êtres singuliers, les universaux, c'est-à-dire le concept, les catégories générales ayant un statut seulement logique et linguistique. Russell refuse aussi de faire de la matière
et de l'esprit deux substances indépendantes. Le monde mental et le monde physique sont alors des expressions différentes d'une même substance neutre. Dans ces idéaux politiques, il n'est question que de politique, comme si Russell militant pour la vérité, pour les faits, mais comme si devenir raisonnable était devenu le combat de son temps et peut-être de notre encore. Voici le conseil donné par Bernard Russell en 1959 pour les générations futures. C'est demander ce que sont les faits et la vérité et ne pas se laisser embrimer par ses croyances. Un conseil qui porte d'autant plus qu'il est formulé par un philosophe, d'abord mathématicien. Russell a en effet été à l'école de la logique et ses premiers écrits portaient sur la géométrie et Leibniz. De lui, on peut ainsi retenir ces importants principes des mathématiques, mais c'est un conseil qui pose cependant un problème, et d'abord aussi parce qu'il est formulé par un philosophe dont on peut également retenir l'engagement et le militantisme de la Première Guerre mondiale, comme en témoigne cette fois-ci ce texte intitulé Ido-politique. Voici alors les questions que nous posait Russell, sa pensée et son parcours. Comment s'il est lui engagé rationnellement, comment lui était milité sans y croire, ou encore, et plus généralement, un engagement politique est-il vraiment possible sans un minimum de croyance et de foi? On aura compris finalement que la politique pensée et préconisée par Russell va plus loin qu'une politique reposant sur la simple gestion factuelle et prudente des intérêts éthiques. Le désir, selon lui, et dont la morale ne serait que le moyen de sa réalisation lui-même factuelle, plus ou moins illusoire comme l'idéologie. Le fond de sa conception se base à son dessus sur une référence proprement morale de type conscient qui constitue le fondement normatif, même si elle n'en fait pas le moteur essentiel de l'action. Son idée de la politique est ainsi écartelée entre deux instances, partant d'une éthique réaliste qu'elle met fortement en avant, elle débauche sur une politique morale à laquelle on peut difficilement reprocher d'être idéaliste, vu la manière dont il l'a fait intervenir. Peut-être aurait-il même pu acquiescer à ses propres concernant le socialisme du XXe siècle, inspiré lui-même Che Guevara, mettant en premier plan de son combat l'élément moral, et précisant, il faut commencer par là la conscience. Il y voyait un combat culturel et éducatif de tous les jours et de longue haleine contre l'individualisme, l'égoïsme, la haine et le privilège, etc., qui a dit que l'on pouvait séparer sans restriction la politique de la morale. Voilà, notre intervention est terminée, consacrée à la pensée de Bernard Russell entre science et politique. Merci bien de votre attention. Au revoir.